Se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 15 décembre 2020, dont voici les principaux titres. Les rabatteurs du Burundi réclament l'Assemblée générale pour mettre la lumière sur la démission de leur président. Ils soupçonnent que certaines personnes l'auraient intimidé pour prendre la tête de leur association. Il se remarque un relâchement dans la lutte contre la Covid-19 au Burundi. Les mesures barrières sont quasiment oubliées dans certains coins du pays. Vous aurez également les détails dans cette édition. Et aujourd'hui, c'est le début de la semaine mère-enfant dans tout le pays. Le lancement solennel des activités a eu lieu à Cankuzo. Vous aurez également les détails au cours de cette édition réalisée au niveau technique par Steve Nyungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Sécurité pour commencer. Un groupe d'hommes armés a sauvagement poignardé une jeune fille à la 6e avenue de la zone urbaine de Buyenzi. C'était hier soir. Jusque dans l'après-midi, la victime était agonisante dans l'un des hôpitaux situés en mairie de Bujumbura. Emmanuel Daishimi. La jeune fille poignardée est connue sous le nom de Francine. Elle est actuellement vendeuse d'îlets à la 6e avenue numéro 32 en zone Buyenzi, mairie de Bujumbura. Nos sources dans cette zone indiquent qu'il était à 22h lorsque 3 personnes non encore identifiées ont fait éruption dans la cafétéria de cette jeune fille. Elles sont faites passer pour des clients. Après s'être faites servir, les 3 personnes ont par la suite attaqué la jeune fille et les l'ont poignardée. Les 3 inconnus ont par la suite vandalisé son cafétéria et emporté de l'argent dont le montant reste inconnu. Ces malfaiteurs sont alors sortis et ont pris l'orage à bord d'un véhicule. Grièvement blessés, leur victime est pour le moment en train de bénéficier des soins médicaux à l'un des hôpitaux de la ville de Bujumbura. Les habitants de la zone Buyenzi indiquent qu'ils vivent actuellement la peur au ventre après cet incident. Ils demandent aux autorités locales de renforcer leur sécurité. Nous avons essayé de joindre au téléphone Sindaïhe Burarenova, administrateur de la commune Mukaza, mais sans succès. Restons en mairie de Bujumbura où une centaine de femmes et de filles ont été arrêtées par la police en zone Wuterere. Hier, elles étaient enfermées dans une maison en attendant leur renvoi dans les pays du Golfe pour être embauchées. La police indique avoir arrêté 2 trafiquants qui étaient derrière ce trafic. Éloge Divin Remèche. 601 femmes et filles ont été arrêtées ce lundi à la police burundaise. Elles étaient enfermées durant 2 semaines dans une maison située au quartier miroir de la zone de Buterere, en mairie de Bujumbura, et n'avaient pas le droit de communiquer avec les personnes de l'extérieur. Elles y avaient été rassemblées par des trafiquants d'êtres humains pour ensuite être vendues dans les pays arabes où elles devraient effectuer différents travaux. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité au PC2, Moïse Nkurunziza, a fait savoir que les individus derrière ce trafic humain se sont cachés derrière une société qui est connectée aux personnes vivant dans les pays voisins. Une maison qui est louée à un montant de millions par une association dénommée Kalinari Training Agency Burundi. Cette association a des points focaux qui aident dans le trafic de ces femmes vers les pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar et Oman. Cette société alors a des points focaux en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Les enquêtes sur l'identification de ces femmes et filles ont par la suite débuté pour connaître leurs vraies identités. Au PC2, Moïse Nkurunziza a ajouté que tous les membres du réseau derrière ce trafic vont être recherchés et arrêtés. On doit d'abord identifier pour voir s'il n'y a pas parmi elles des auteurs qui collaborent avec les patrons de cette société, de cette association. Et puis, une fois découvrir qui sont des victimes, ils vont être regagnés des familles. Les enquêtes alors sont en cours. Nous nous réservons même de révéler l'identification des auteurs. Donc nous réservons cette identification à la discrétion des enquêtes.
Selon le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité, le PC2 Moïse Nkurunziza, ces femmes et filles allaient être vendues en Arabie Saoudite, au Qatar et à Oman. Et le représentant de l'ONLCT a réagi à propos de ce phénomène. Selon lui, le gouvernement du Burundi devrait fournir beaucoup d'efforts pour lutter contre le trafic humain, surtout celui des femmes et des enfants. Le représentant légal de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT en sigle, Où est ton frère, réclame également des sanctions contre les organisateurs de ce trafic. Prime Mbarubukeye demande aussi que certaines maisons soient fouillées. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, trouve qu'au moment où les voies routières et aériennes étaient fermées depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19, et le trafiquant n'a pas pu du tout croiser les bras, il a plutôt développé d'autres mécanismes de stockage de la proie en attente d'être embarqué vers la même destination. Le temps de la fermeture a donc été une occasion privilégiée pour le trafiquant de recruter et d'héberger des victimes de la traite dans diverses maisons closes éparpillées ici et là, surtout dans certains quartiers de la capitale économique Bujumbura, notamment les quartiers résidentiels qui visiblement se trouvent hors soupçon, comme le quartier industriel, le quartier asiatique, Rohero, Kinindo, Mutanga, Nord-Sud, Kiriri, Kajaga, pour ne citer que ceux-là. De ce qui précède donc, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, ton frère, tout en condamnant avec toute sa dernière énergie cet esclavage moderne qui refait surface après l'ouverture de la voie aérienne qui est l'aéroport international américain d'Adai de Bujumbura, et que cet esclavage moderne est en train de nous prendre nos femmes, nos filles et nos enfants en otage avant de les embarquer comme des moutons que l'on amène à l'abattoir, et demande au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit, de prendre vraiment le gouvernement de la problématique de la traite des personnes au Burundi en mettant en place tous les mécanismes de prévention, de protection des victimes et de répression des auteurs de la traite des personnes au Burundi, tels qu'ils sont suffisamment définis par la loi, sans oublier bien sûr le démantèlement de toutes les raisons de trafic des êtres humains, et en procédant justement à la fouille et perquisition de toutes les maisons qui sembleraient être des maisons closes, surtout celles se trouvant à mairie de Bujumbura. Voilà, c'est Prime Mbarubukeye, représentant légal de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT en sigle. Où est ton frère? Et je vous le disais en titre, certains rabatteurs du Burundi réclament une assemblée générale pour dégager la lumière sur la démission de leur président. Ces membres de l'association Urunani Gobakokai dénoncent les tentatives de certaines personnes de prendre la tête de cette association par force. Trésor Nyongao. Après une semaine sans trace du président de l'association des rabatteurs Urunani Gobakokai, certains d'entre eux indiquent que samedi de la semaine dernière, le vice-président du comité de l'association leur a montré la lettre de démission du président. Le mandat de l'actuel président de l'association était encore en cours. Normalement, il aurait dû convoquer une réunion et expliquer à l'Assemblée générale les raisons de sa démission. En cas d'extrême urgence, il doit s'entretenir avec les responsables des parkings et non seulement avec le comité. Cette lettre de démission qui a été présentée par les membres du comité ne comporte aucune date. Il a tout d'un tract. Ces rabatteurs indiquent que le président de leur association, Jean-Claude Gahitira, aurait été victime d'intimidation. Lewis Nyongabo, pointé du doigt dans ces actes d'intimidation du président de l'association Urunani Gobakokai, également rabatteur, fut député du parti CNDD-FDD de la mandature 2015-2020. Nous l'avons contacté, mais il n'a pas décroché son cellulaire. Nous n'avons pas pu non plus joindre Jean-Claude Gahitira pour qu'il puisse s'exprimer à propos. Son vice-président, surnommé Nyango
Nyangoma est accusé par certains rabatteurs de collaborer avec l'ancien député Lewis Nyongabo. Le même Nyangoma nous a signifié qu'une réunion générale est en cours de préparation. Je crois que vous devriez attendre la réunion générale pour que vous en sachiez plus davantage. Quand est-ce que cette réunion aura lieu? Après avoir consulté le comité. Il y a des rabatteurs qui se plaignent en disant que vous avez contraint le président à signer cette lettre. Écoutez, personne ne peut faire signer de force une lettre de démission à une personne raisonnable. Et pourquoi alors la lettre ne comporte pas de date d'émission? C'est lui qui me l'a donné. Je l'ai reçu tel quel. Je n'ai pas eu à lui poser beaucoup de questions après qu'il m'ait donné les documents de l'association. Pour le moment, il règne un climat malsain au sein de l'association Urunani Gobakokai car la majeure partie des rabatteurs ne veut pas s'acquitter de leur contribution avant la réunion générale. À Bujumbura, comme partout dans le pays et comme partout dans le monde. D'ailleurs, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idri Gawanyagihugu et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous abordons la page justice. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Une prison de 10 ans ferme, telle est la peine prononcée contre 4 personnes arrêtées dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'ils étaient en train de décharger un bateau qui transportait des pagnes. C'était au bord du lac Tanganyika. Bien qu'ils aient essayé de prouver leur innocence dans ce dossier devant le tribunal de grande instance de Mukaza, le siège leur a accusé l'infraction de vente frauduleuse des pagnes. Les 4 condamnés avaient toutefois expliqué qu'ils avaient été engagés juste pour la décharge, que ce soit le porte-parole adjoint du ministère ayant en charge la sécurité dans ses attributions ou le commissaire général de l'OBR. Les deux avaient précisé que les propriétaires de ces pagnes allaient être dévoilés. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur leur identité. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Parmi les 4 condamnés figurent 3 pêcheurs et un policier du poste de la police qui assure la sécurité au bord du lac Tanganyika. Dans l'audience publique de flagrance ce mardi, les 4 condamnés ont essayé de démontrer qu'ils n'avaient été recrutés que juste pour la décharge du bateau qui transportait ces pagnes, mais le tribunal n'a pas pris en considération leur plaidoirie. Ils ont ailleurs révélé qu'ils allaient toucher une somme de 50 000 francs bout une fois leur travail terminé. Ceux qui leur avaient donné la mission étaient venus à bord des véhicules et ces derniers sont restés garés au bord du lac Tanganyika pendant longtemps, ont-ils précisé. Ils ont aussi souligné que c'est quand ils commençaient déjà à accomplir leur mission que les policiers leur ont tiré dessus et que sur le champ, le conducteur du bateau est mort. Ceux qui assistaient à cette audience publique n'ont pas pu interpréter pourquoi la police n'a pas arrêté ceux qui étaient venus récupérer ces pagnes, ce qui montre qu'il appartenait à un haut cadre qui ne pouvait pas être inquiété. Pour prouver leur innocence, les 4 ont aussi indiqué qu'ils ne pouvaient pas accepter ce travail alors qu'il y avait des véhicules de la police qui sillonnaient dans cet endroit. Le porte-parole adjoint du ministre ayant la sécurité dans ses attributions ainsi que le commissaire général de l'OBR avait dit que l'identification des propriétaires de ces pagnes était facile du fait que leur nom était mentionné sur les colis, mais le tribunal n'a rien révélé. Les 4 condamnés ont plaidé non coupables et sans aucune assistance d'un avocat. Page santé à présent. Aujourd'hui a démarré la semaine santé mère-enfant dans tout le pays. Les activités de cette semaine qui prendront fin le 18 décembre ont été lancées en commune Changuzo de la province Changuzo par Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique. Au cours de cette semaine,
l'on procédera à la vaccination contre la rougeole dans 14 districts sanitaires où on a enregistré plusieurs cas de cette maladie. Une autre activité concerne le déparasitage pour les enfants d'une année à 15 ans, de même que les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre. Les enfants de 6 à 59 mois bénéficieront de la vitamine A. Toujours dans la page santé, un relâchement se fait remarquer dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Burundi. C'est notamment au niveau de la sensibilisation de la population pour le respect des mesures barrières à la Covid-19, une situation qui se manifeste dans différentes places publiques en mairie de Bujumbura. La population regrette le fait que de hauts responsables du pays n'en servent pas d'exemple. La pandémie de la Covid-19 fait pourtant rage dans le monde entier. Entre-temps, 6 personnes ont été testées positives à la Covid-19 à la fin de la semaine dernière sur 339 tests effectués au Burundi. Tous ces cas positifs étaient des voyageurs en provenance de l'étranger, comme l'indique le rapport du 14 décembre, le rapport publié par le ministère de la Santé publique. Le même ministère indique que jusqu'à présent, seule une personne a été importée par la Covid-19 au niveau national, contrairement à l'association catholique Caritas Burundi, qui a fait savoir que plus d'une dizaine de Burundais ont été tués par ce coronavirus. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre numéro WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Une courte pause et nous abordons la page média. Humura Burundi. Le Conseil national de communication regrette que le gros des médias burundais soit implanté dans la capitale Bujumbura. Lors d'une rencontre d'évaluation trimestrielle, le président du CNC a fait savoir que cela constitue un handicap pour la couverture géographique du pays. Pour Nestor Wanhumukunzi, non seulement les médias se focalisent sur les informations qui se passent à Bujumbura, mais aussi des informations dominées par la politique. Je vous propose d'écouter Nestor Wanhumukunzi, il est président du CNC. Il est en effet regrettable que certaines fautes professionnelles restent endémiques et récurrentes chez certains médias ou chez les mêmes journalistes. Malgré cela, le Conseil national de la communication constate que de façon générale, des efforts sont fournis pour travailler dans le respect de la loi et des principes professionnels. Les différents secteurs de la vie des communautés sont touchés, l'information est diversifiée chez la plupart des médias et partant, le public est assez informé de ce qui se passe autour de lui et à travers le monde. Toutefois, des défaillances se sont observées en ce qui concerne surtout l'équilibre de l'information. La couverture géographique du pays laisse largement à désirer, car le gros des productions médiatiques demeure focalisé sur la capitale économique au détriment des autres provinces et des communautés rurales. La politique semble largement dominée, tandis qu'il y a des secteurs qui sont pratiquement ignorés par les médias. Le CNC n'est certes pas sans savoir que les médias font face à une insuffisance de moyens financiers pour couvrir tout le territoire et toucher tous les secteurs de la vie de la population, mais des stratégies volontaristes, notamment la mutualisation des moyens humains, pourraient aider. Et pour faire face aux défis en rapport avec de fautes professionnelles, le CNC appelle les journalistes à l'auto-formation. On écoute encore une fois Nestor Wanhumukunzi. Le CNC encourage les journalistes à travailler professionnellement en respectant la loi et les principes journalistiques de base. Cela requiert un savoir-faire qui n'est toujours pas disponible chez tous les professionnels du métier, hélas. Il est dans ces conditions indispensable pour vous, les responsables des médias, de conjuguer vos efforts pour former vos personnels. Et nous sommes conscients qu'il existe localement des compétences nécessaires au renforcement des capacités, à condition que vous, les responsables des médias, vous puissiez vous impliquer dans l'organisation de cette activité de formation.
Je sais qu'il a chaque fois été demandé au Conseil national de la communication d'organiser cette activité dont l'importance n'est plus à démontrer parce que on a vu beaucoup de tâtonnements chez la majorité des journalistes. Il faudrait donc que vous puissiez conjuguer vos efforts pour relever ce défi. Il s'agit d'un défi qui, une fois non relevé, risque de coûter cher au professionnalisme dans le secteur du journalisme au Burundi. En mettant ensemble vos moyens, vous pourriez sans nul doute remédier aux imprécisions et tâtonnements, hélas observables chez certains journalistes, du fait justement des connaissances et expériences déficitaires en matière de journalisme. Et pour y arriver, vous devrez bannir le prétexte évoquant le manque de moyens de financement. Pour cause, les bénéficiaires potentiels de cette formation sont disponibles et sous votre responsabilité. Les formateurs se trouvent parmi vos personnels. La Maison de la Presse a toujours rendu disponible cette salle et son équipement. Dans ces conditions, il ne reste plus qu'à organiser les participants, les formateurs et le calendrier de formation qui devrait prévoir des séances dès avant midi seulement pour alléger la logistique qui souvent constitue des obstacles. Dans ce cas, prenez besoin de perdièmes, prenez besoin de moyens colossaux pour pouvoir relever ce défi. Nestor Banhumukunzi, c'est le président du Conseil national de communication éducation à présent, après les grognes des élèves qui indiquaient que le nouveau système d'évaluation à examen commun est à l'origine de leurs échecs parce qu'ils se retrouvent en face des questions portant sur la matière non apprise. Les syndicalistes du secteur de l'enseignement expliquent que la cause de ce problème est qu'on a brûlé les étapes en mettant en place les réseaux scolaires. Ce sont des précisions d'Emmanuel Machandari qui ajoute que les enseignants se trouvant dans un même réseau scolaire et qui dispensent le même cours devraient d'abord échanger sur le contenu de la matière. Dans la mairie de Bujumbura, à la veille des examens, on a demandé aux enseignants de choisir un même examen par les réseaux scolaires. Ce n'était pas mal si la préparation avait été faite. Dans la préparation initiale, c'était prévu que des écoles des mêmes réseaux scolaires devraient se mettre ensemble pour partager le contenu matière, pour voir s'il faut la même interprétation de la même matière ou bien s'il y a l'un ou l'autre enseignant qui a des lacunes et qu'il soit épaulé par les pairs. Malheureusement, mais ça n'a jamais été fait. Dans certaines provinces, on essaie de le faire, même si on n'a pas encore fait une évaluation pour voir si c'est efficace ou pas. Mais ce qui est déplorable en mairie de Bujumbura, c'est qu'on a appelé les enseignants à choisir des questions qui feront l'objet de l'examen alors qu'ils n'ont jamais été préparés. Alors que réellement, les enfants n'ont pas bien maîtrisé cette matière. Mais c'est pourquoi alors ils devraient avoir cette conjugaison des efforts. Oui, pour qu'il y ait complément d'information, il fallait qu'en premier lieu, il y ait une préparation. Mettre ensemble les enseignants d'une même discipline et des mêmes réseaux scolaires, ils s'enrichissent mutuellement et comme ça, les enfants vont bénéficier des acquis de la part de ses pairs, ce qui n'a pas été fait. Les parents vont croire que l'enfant est allé apprendre alors qu'il n'a fait que faire en passe-temps. Il aurait fallu alors y aller progressivement, lentement mais sûrement pour que quand même on puisse produire des éléments qui seront utiles à la société. Voilà, c'est Emmanuel Machandari qui a fait ces déclarations dans une interview accordée à la radio Culture. C'était hier. Pour clore cette édition, parlons de cette information qui concerne des champs de culture qui sont menacés par de petits insectes en commune Kayogoro. Nous sommes dans la province Makamba. Il s'agit d'insectes qui attaquent les plantes en pleine croissance. Les habitants de cette commune sollicitent l'intervention du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour lutter contre ces insectes. Les détails avec Rachel Kagissi. Les champs de culture en commune Kayogoro sont surtout menacés par les escargots, les mille-pattes ainsi que des fourmis. Les habitants de la commune Kayogoro indiquent qu'il n'était pas habituel que leurs plantations soient attaquées de la sorte. Cette année, il y a une maladie qui a attaqué les cultures de maïs. Les plantes prennent la couleur jaune et par après, elles se sèchent. Jusqu'à présent, cette maladie reste inconnue et s'observe dans plusieurs champs de maïs. Les pommes de terre sont menacées par des mille-pattes. Les haricots sont également attaqués par de petites chenilles. Les cultures de haricots sont quant à
à elle atteinte lorsqu'elle commence à fleurir. La récolte devient ainsi médiocre. Les cultivateurs essayent comme ils peuvent de lutter contre ces chenilles, escargots et mille-pattes, mais sans succès. Certains utilisent des insecticides pour lutter contre ces chenilles. Mais le problème est que tout cela se fait sans qu'il y ait un suivi concernant le dosage. Il y en a ceux qui pulvérisent avec une dose élevée d'insecticides et par conséquent détruisent toutes les cultures qui finalement se sèchent. Pour ceux qui ont peu de moyens, ils ramassent et collectent ces chenilles pour les brûler ou encore se servent de la cendre pour essayer de les tuer. Les cultivateurs de la commune Kayogoro demandent à cet effet d'être assistés par des agronomes. Nous avons essayé de contacter Léonie Chimirimana, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Makamba, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Voilà, c'est par cette information qui concerne les champs de culture qui sont menacés par des insectes en commune Kayogoro que nous mettons en point final au magazine Humura Burundi de ce 15 décembre 2020. Merci à Steve Niungeko pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nivasumba, je vous présentais cette édition. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.